As-tu déjà remarqué que tout commence à bien se passer précisément au moment où tu arrêtes de t'en soucier? Ça semble absurde, non? Toute ta vie, on t'a appris qu'il fallait courir après, lutter, insister. Mais si c'était exactement l'inverse? Et si c'était justement l'attachement qui te bloque, dans tes relations, dans ton travail, même dans ta paix intérieure? Carl Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie, défendait une idée que peu de gens sont prêts à entendre. Plus tu essaies de contrôler la vie, plus elle t'échappe. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi lâcher prise peut être le seul véritable chemin vers la liberté. Reste avec moi jusqu'au bout, car ce déclic pourrait tout changer pour toi. Plus on s'accroche à l'idée de comment les choses devraient être, plus elle nous file entre les doigts. L'attachement, qui en théorie devrait nous apporter de la sécurité, nous enchaîne en réalité à des attentes qui se réalisent rarement. Le paradoxe est clair. Quand on lâche le contrôle, la vie commence à respirer. Carl Jung disait « Ce que tu poursuis te fuit. Ce que tu acceptes se transforme. » Nous vivons dans une culture qui valorise l'effort, le contrôle et le désir constant d'atteindre quelque chose, comme si la paix était toujours à un pas devant nous. Mais ce désir compulsif de tout faire marcher peut être exactement ce qui empêche quelque chose de vrai de se produire. Il ne s'agit pas d'abandon, ni d'apathie. Il s'agit d'un mouvement plus subtil, sortir du mode où l'on veut tout contrôler et entrer dans un état de conscience de soi. Carl Jung, en explorant les profondeurs de la psyché humaine, nous a donné une clé importante pour comprendre ce mouvement. Le détachement pour lui n'était pas un acte de froideur émotionnelle, mais un geste psychique nécessaire. L'ego doit se détacher de ses projections pour que quelque chose de plus authentique puisse émerger. En d'autres termes, tant que nous sommes prisonniers de ce que nous projetons, des personnes, des désirs, des futurs idéalisés, nous ne pouvons pas voir clairement ce qui se passe réellement en nous. Il est naturel de vouloir que les choses fonctionnent. Mais le problème surgit quand notre identité devient liée au résultat. Quand je suis le succès, la relation, la reconnaissance, alors l'échec, la perte ou le silence de l'autre deviennent des menaces existentielles. C'est de là que naissent l'anxiété, la peur, la tentative désespérée de tout garder sous contrôle. Jung disait que cet état de tension permanente n'est rien d'autre que l'ego essayant de maintenir une illusion. Ce qui change tout, c'est le moment où l'on cesse de lutter contre le courant de la vie, pas par défaite, mais par clarté. Lâcher prise, ce n'est pas tomber dans le vide, c'est permettre à quelque chose de nouveau d'émerger, quelque chose qui ne dépend pas exclusivement de notre volonté. C'est un acte de confiance dans l'intelligence supérieure qui opère derrière les expériences que nous vivons. Quand ce geste se produit vraiment, ce qui semblait confus commence à avoir du sens. Les pièces du puzzle s'assemblent sans effort. Les opportunités apparaissent sans qu'on ait besoin de courir après. Et ce qui était de l'anxiété devient de la présence. Se détacher donc, ce n'est pas abandonner ses rêves ou tourner le dos au monde. C'est arrêter de forcer. C'est sortir de la prison du « il faut que ça arrive » pour entrer dans l'espace de l'observation lucide. Quand tu cesses de t'identifier à ce que tu poursuis, tu te rapproches de qui tu es vraiment. Et c'est là que les choses, sans bruit, commencent à fonctionner. Mais et si cet attachement qui nous bloque ne concernait pas l'autre, mais plutôt quelque chose que nous avons nous-mêmes projeté sur lui? L'attachement est rarement uniquement tourné vers l'autre. Le plus souvent, il concerne quelque chose que nous avons placé en lui. Nous projetons sur l'autre une forme de salut, de validation, un rôle qu'il n'a pas forcément demandé à jouer. Jung a été clair en affirmant que ce que nous refusons de voir en nous-mêmes, nous avons tendance à le voir chez les autres, idéalisé ou déformé. C'est dans ce reflet mal calibré que se forme l'attachement. L'ego, avide de contrôle et de reconnaissance, tente de posséder le monde extérieur comme s'il était une extension de lui-même. Lorsque nous nous attachons à une personne, un statut ou un objectif, ce n'est souvent pas parce que cela a une valeur absolue, mais parce que nous y projetons quelque chose qui nous manque. Le désir d'être aimé, par exemple, peut se manifester comme une dépendance émotionnelle. La peur d'être insignifiant peut apparaître sous forme d'obsession pour la réussite. Ce qui semble être de l'amour ou de l'ambition
n'est souvent qu'une tentative de combler un vide intérieur. Ces projections agissent comme des lentilles déformantes. Au lieu de voir l'autre tel qu'il est, nous voyons ce que nous voulons qu'il soit, et c'est là que naît la frustration. Car personne ne peut indéfiniment jouer un rôle qui ne lui appartient pas. L'attachement est une illusion de symbiose. Si je te garde près de moi, si je te plais, si je te contrôle, alors je serai complet. Mais cette complétude est fausse et fragile, car elle dépend de la stabilité de quelque chose qui est en dehors de nous. Jung a observé que la psyché, lorsqu'elle projette, tente de se protéger de contenus inconscients qu'elle n'est pas encore prête à intégrer. Il est plus facile de croire que l'autre nous rejette que de faire face à la peur de ne pas se sentir à la hauteur. Il est plus simple de blâmer le monde pour nos vides intérieurs que de reconnaître que nous avons peu, être abandonnés des parts de nous-mêmes. Quand nous prenons conscience de ces projections, quelque chose se réorganise. Nous commençons à percevoir que l'attachement concerne moins ce que l'autre représente et davantage ce que nous n'avons pas encore osé regarder. C'est à ce moment-là que la réalité commence à se reconfigurer. L'autre cesse d'être le miroir de notre manque et devient simplement l'autre. Dissoudre ces projections n'est pas une tâche légère, mais c'est un acte libérateur. C'est le début d'une relation plus honnête avec soi-même et, par conséquence, avec tout et tous autour de nous. En reconnaissant l'ego gonflé qui cherche à tout dominer, nous ouvrons un espace pour une présence plus consciente où le lien au monde ne repose plus sur la possession, mais sur une véritable connexion. Mais lorsque ces projections échouent, que reste-t-il? L'ego paniqué tente de contrôler l'incontrôlable. Il y a une différence profonde entre avoir une direction et vouloir tout contrôler. La première naît d'un alignement intérieur. Le second, d'une peur déguisée en compétence. Nous essayons de prévoir, de planifier, de maîtriser chaque pas comme si cela nous garantissait la sécurité. Mais en réalité, l'excès de contrôle n'est que l'ego tentant d'éviter l'inévitable, l'incertitude de la vie. Jung disait que la névrose est toujours un substitut à une souffrance légitime. Le contrôle, dans ce sens, est un anesthésiant. Au lieu de ressentir, nous occupons notre esprit avec des stratégies. Au lieu de faire face à la vulnérabilité, nous nous cachons derrière des routines, des objectifs, des promesses, comme si garder tout sous surveillance pouvait nous épargner la douleur d'être humain. Mais contrôler, ce n'est pas vivre, c'est simplement survivre dans une bulle artificielle. En tentant d'éliminer l'imprévisibilité, nous tuons aussi la spontanéité, qui est justement ce qui donne de la couleur, de la fraîcheur et de la vérité à l'expérience. Les relations deviennent mécaniques, le travail devient un poids, le quotidien se vide de son sens, même s'il est plein de tâches. L'ego gonflé croit qu'il peut et doit tout gérer. C'est lui qui insiste pour qu'il y ait une bonne façon de vivre, un modèle idéal à atteindre. Et tout écart par rapport à cette norme génère de la culpabilité, de l'anxiété, de l'autocritique. L'esprit se retrouve en surchauffe, comme un système qui exécute trop de programmes en même temps. L'épuisement mental et émotionnel n'est pas un défaut personnel. C'est une conséquence logique de ce mode de fonctionnement. Au fond, le contrôle est une défense contre l'abandon. Et s'abandonner ne signifie pas tout lâcher, mais accepter qu'il existe en nous et dans la vie des forces qui ne se plient pas à notre volonté personnelle. Jung voyait l'inconscient comme une intelligence vivante, autonome, qui participe activement à la construction de la réalité. Quand nous ignorons cette dimension, nous restons prisonniers de la logique rationnelle, comme si tout pouvait être résolu par la pensée seule. Lâcher le contrôle est donc un acte de confiance. C'est reconnaître qu'il y a de la sagesse dans le chaos, que l'imprévisible peut lui aussi être un chemin. Cela ne veut pas dire vivre à la dérive, mais laisser de la place pour que la vie nous surprenne, ce qui arrive rarement quand on essaie de contrôler jusqu'au silence. Plus nous voulons nous assurer que tout se déroule selon le plan, plus nous nous éloignons de nous-mêmes. Et plus nous nous permettons d'écouter, d'observer et de ressentir, sans intervenir immédiatement, plus nous découvrons que la vie a son propre rythme, et que ce rythme sait très bien où il nous mène. Et si, au lieu de contrôler, la vraie liberté consistait à laisser l'ego se réorganiser, se détacher, ce n'est pas se retirer de la vie, c'est se rapprocher de soi.
C'est le moment où l'ego, fatigué de tout vouloir contrôler, commence à relâcher ses chaînes et se tourne vers quelque chose de plus profond, le soi. Dans la psychologie de Jung, le soi représente le centre de la psyché, la totalité de l'être. Ce n'est pas le moi social, ni le rôle que nous jouons. C'est ce que nous sommes quand nous cessons de faire semblant. Tant que l'ego est aux commandes, la vie s'organise autour d'attentes extérieures. Comment je dois agir? Comment je dois paraître? Ce que les autres attendent de moi. Se détacher de ces idées, c'est amorcer un mouvement de retour, non pas vers le passé, mais vers l'essence. Jung appelait ce processus l'individuation, le chemin pour devenir ce que l'on est, en intégrant les parties conscientes et inconscientes de la personnalité. Ce chemin n'est pas théorique. Il commence par de petites ruptures, le moment où tu cesses de répondre à un ancien schéma, quand tu réalises que tu n'as plus besoin de jouer un rôle, quand une relation se termine, et qu'au lieu de courir remplir le vide, tu l'affrontes. Ces instants de détachement sont des portails. Ils ne promettent pas un confort immédiat, mais ils ouvrent un espace à l'authenticité. La véritable reddition commence lorsque l'ego reconnaît ses limites, lorsqu'il comprend qu'il n'a plus besoin de faire semblant de tout contrôler, ni de connaître toutes les réponses. C'est alors que quelque chose de plus silencieux commence à se mouvoir à l'intérieur. Le soi ne s'impose pas, ne crie pas. Il guide avec une clarté paisible. Ces indications ne viennent pas de la logique, mais de la résonance, ce qui fait sens, même sans explication immédiate. Ce détachement, loin d'être de la passivité, est une forme plus raffinée de présence. C'est agir sans obsession du résultat, c'est aimer sans exiger de retour, c'est créer sans devoir prouver quoi que ce soit. Ce qui guide cet état n'est plus le désir de validation, mais une cohérence interne qui n'a pas besoin d'applaudissements pour rester solide. Dans le processus d'individuation, l'ego ne disparaît pas, il se repositionne. Au lieu de se croire détenteur de la vérité, il se met au service du soi. Ce changement intérieur transforme tout. Les relations deviennent plus sincères. Les décisions prennent davantage de sens. La vie qui semblait autrefois être quelque chose à conquérir commence à se révéler comme quelque chose à vivre. Se détacher, dans ce sens, ce n'est pas perdre, c'est intégrer, c'est permettre à ce qui doit partir de partir et à ce qui est prêt à émerger de trouver sa place. C'est dans ce geste que nous cessons d'exister comme des personnages et commençons à vivre comme des êtres entiers. Mais pour que le soi émerge, il faut d'abord démanteler une autre armure. La personne a un concept central chez Jung. Elle représente le masque social que nous portons pour être acceptés. Elle est fonctionnelle. Nous en avons besoin pour vivre en société. Mais lorsque nous nous identifions trop à ce masque, nous commençons à vivre pour maintenir une image et non pour exprimer une vérité. Être le fort, le spirituel, le couronné de succès, l'enfant modèle. Chacune de ces étiquettes peut sembler positive, voire vertueuse. Mais elle a un coût élevé, une vigilance constante de soi pour maintenir l'image intacte. Cela épuise, et pire encore, cela éloigne. Car nul ne peut être entier en vivant sous le poids d'un rôle à jouer en permanence. Jung considérait la persona comme nécessaire mais limitée. Elle sert de pont entre le monde intérieur et extérieur. Le problème commence lorsque nous oublions qu'il existe quelque chose au-delà. Quand l'attachement à l'image est si fort que toute menace à cette identité déclenche peur, irritation, défense. À ce stade, nous ne vivons plus. Nous gérons des impressions. La libération commence quand nous réalisons que nous ne sommes obligés de soutenir aucun récit fixe, que nous pouvons échouer, changer d'avis, nous contredire, que nous n'avons pas besoin d'être cohérents avec ce que nous étions hier, seulement honnêtes avec ce que nous ressentons maintenant. C'est dans cet espace que l'authenticité émerge, même si elle déplaît. Se détacher de la persona est un acte radical, car il exige du courage pour être vu sans l'armure, pour se permettre d'être tel que l'on est, même si cela brise l'image patiemment construite. Mais ce geste est aussi libérateur. C'est comme sortir d'un rôle mal répété et enfin respirer en tant qu'auteur de sa propre parole. Jung résumait cela avec précision. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille.
L'attachement à l'image est une forme de rêve éveillé. Croire que nous sommes uniquement ce que nous montrons. L'éveil se produit quand nous regardons à l'intérieur et reconnaissons la complexité que la persona ne peut contenir. Et dans cette reconnaissance, la vraie vie commence. Mais derrière ce masque se cache ce que nous craignons le plus, l'ombre. La liberté fait peur. Bien que beaucoup la désirent, peu sont prêts à l'affronter avec honnêteté. Car être libre signifie ne plus avoir d'endroit où se cacher, ni dans les autres, ni dans des rôles, ni dans des promesses. Cela implique de se responsabiliser entièrement, y compris pour les parts de nous que nous préférerions ignorer. Et c'est précisément là que réside l'ombre. Pour Jung, l'ombre représente les aspects refoulés de la psyché, tout ce que nous avons nié, ignoré ou jugé inacceptable en nous. Ce n'est pas nécessairement le mal, mais ce qui a été relégué dans l'ombre, car cela ne correspondait pas à l'image idéalisée de ce que nous devrions être. Et plus nous la rejetons, plus elle gagne en puissance dans les coulisses de notre vie. L'attaché, bien qu'il dise vouloir la liberté, craint souvent profondément ce qu'elle entraînerait. Le vide, le silence, l'absence de validation, c'est pourquoi il s'accroche. À l'autre au travail, à un futur idéalisé, pas par amour, mais par peur. Peur de faire face à ce qui surgit quand tout ce sur quoi il comptait disparaît. C'est à ce moment que le détachement devient un processus douloureux, car lâcher prise ne signifie pas seulement laisser partir ce qui est à l'extérieur, cela veut aussi dire affronter ce qui est à l'intérieur. Que reste-t-il quand le désir est frustré? Que surgit-il quand la relation s'effondre, que le plan échoue, que l'image s'effrite? C'est dans cet espace nu que l'ombre apparaît, et elle n'arrive pas en douceur. Parfois elle prend la forme de colère, de jalousie, de tristesse profonde, des sentiments que nous préférerions ne pas admettre. Mais il faut du courage pour traverser ce tunnel sans masquer l'expérience. Jung disait qu'il n'y a pas d'illumination sans affronter les ténèbres de l'âme. C'est dans cette traversée que la transformation se produit. Lorsque nous cessons de craindre l'ombre, elle arrête de nous dominer de manière indirecte. Nous commençons à intégrer ces parties oubliées, le manque, la peur, la vulnérabilité, comme des aspects légitimes de notre être, non pas pour s'y soumettre, mais pour qu'elles cessent de nous contrôler à la marge. Le détachement cesse alors d'être simplement un geste de lâcher l'autre et devient une rencontre avec ce que nous avons appris à rejeter. L'ombre n'est pas ce qui nous empêche de vivre, c'est ce que nous devons accueillir pour vivre pleinement. Et seuls ceux qui traversent cet espace intérieur avec sincérité peuvent expérimenter une liberté qui ne dépend de rien d'autre qu'eux-mêmes. Et comment cette ombre se manifeste-t-elle dans l'endroit le plus inattendu, les liens que nous appelons amour? Il est courant de confondre amour et besoin. La ligne entre le désir d'être avec l'autre et la peur d'être sans lui peut être subtile, mais elle change tout. Jung disait que le véritable amour commence là où la projection s'arrête. Tant que nous sommes prisonniers de ce que l'autre représente, nous ne pouvons pas le voir tel qu'il est, et souvent pas même nous-mêmes. Dans les débuts d'une relation, il est naturel qu'il y ait des idéalisations, mais lorsque cela dure trop longtemps, cela devient une prison déguisée en affection. Nous projetons sur l'autre notre salut émotionnel, notre sécurité, voire notre sens de l'identité, et sans nous en rendre compte, nous créons une dépendance. L'autre cesse d'être une personne, il devient un rôle. C'est là que l'attachement s'installe, pas comme tendresse ou intimité, mais comme une peur déguisée en amour, peur de perdre, peur de ne pas être suffisant, peur d'affronter le vide qui peut surgir en son absence. C'est cette peur qui engendre la jalousie, le contrôle, l'anxiété. L'autre doit être là pour que je me sente bien, et s'il s'éloigne, je m'effondre. Mais l'amour qui a besoin d'emprisonner n'est pas de l'amour, c'est du manque. Et la relation qui exige le contrôle n'est pas un lien, c'est un contrat d'insécurité mutuelle. Quand nous relâchons ces chaînes, que reste-t-il? Souvent la vérité, oui, nous aimons l'autre, mais nous l'utilisons aussi comme bouclier contre des parties de nous que nous n'avons pas encore accueillies. Se détacher dans ce contexte, ce n'est pas cesser d'aimer, c'est commencer à aimer de manière plus pure, c'est permettre à l'autre d'exister
sans devoir occuper un rôle fixe dans notre structure émotionnelle. C'est apprécier sans vouloir posséder, c'est se relier à la personne réelle et non à la projection que nous avons construite. Cela demande de la maturité, cela exige d'accepter que l'autre est libre, qu'il peut changer, qu'il peut partir, et malgré cela, rester digne de notre affection. Cela demande aussi une reconfiguration intérieure. Au lieu de chercher chez l'autre la complétude, nous trouvons en nous-mêmes la base pour aimer sans nous perdre. L'amour non possessif n'est ni distant, ni froid. Au contraire, il est plus présent, car il ne se nourrit pas d'anxiété. Il est calme, mais profond. C'est lorsque le « nous » n'efface pas le « je », lorsqu'être ensemble ne signifie pas se fondre dans l'autre, mais partager son entièreté. Quand la projection prend fin, commence la relation véritable. Pas parfaite, mais possible. Une rencontre entre deux consciences qui ne s'annulent pas, ne se confondent pas, mais se reconnaissent, et, justement pour cela, se permettent d'aimer en toute liberté. Mais maintenir ce jeu d'apparence et de dépendance a un coût, et il se paie avec notre énergie vitale. Il arrive un moment où la tentative de tout soutenir échoue. Le personnage créé pour répondre aux attentes, exigences et normes commence à s'effondrer. La force qui semblait autrefois venir du contrôle devient un fardeau, et la fatigue, qui paraissait simplement physique, révèle sa véritable origine. L'ego est épuisé. Cette fatigue n'est ni de la paresse, ni de la faiblesse. C'est un cri silencieux de l'inconscient. Une pause forcée, comme si quelque chose à l'intérieur disait « je ne peux plus faire semblant ». Et c'est justement là que le soi commence à se manifester, non pas dans l'euphorie, mais dans cette étrange paix qui naît quand quelque chose se termine. Jung voyait ces effondrements comme des appels à la vérité. Lorsque la vie intérieure se désorganise, c'est souvent qu'elle est sur le point de se réorganiser à un autre niveau. Le burn-out émotionnel, si courant aujourd'hui, peut être vu non seulement comme un excès de stimulation, mais comme un excès de persona, trop de rôles, trop d'attentes, pas assez de cohérence avec ce que l'on ressent réellement. Vivre pour maintenir une image exige une énergie constante, il faut peser ses mots, ses émotions, ses réactions, être toujours en contrôle. Mais quand le corps lâche, que l'esprit se bloque, que la volonté s'efface, une question surgit. Qui êtes-vous sans tout cela ? À ce moment-là, le détachement émerge comme une véritable alternative, pas comme une fuite, mais comme une libération. C'est quand on comprend qu'on n'a plus besoin de forcer, qu'on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, qu'on peut s'arrêter, et qu'en s'arrêtant, on ne disparaît pas. Au contraire, on commence à apparaître de manière plus vraie. L'ego résiste à cela. Il craint que sans effort, tout s'effondre. Mais la reddition n'est pas un abandon, c'est une forme d'intelligence psychique. La reconnaissance d'une limite et le fait que la franchir brutalement ne mène qu'au vide. Jung savait que la psyché, lorsqu'elle est ignorée, crée des symptômes. Mais lorsqu'elle est écoutée, elle trace un chemin. La fatigue de la persona est une invitation à respirer hors du personnage, à se demander ce qui, au fond, a encore du sens, et à admettre que parfois, avant de se réinventer, il faut simplement se reposer, laisser tomber le poids de la performance, et permettre qu'à travers cet espace de pause, quelque chose de plus authentique commence à émerger, et quand la persona s'effondre, il reste une douleur dont on parle peu, le deuil de ce que nous n'avons jamais été. On parle beaucoup du détachement comme d'une libération, mais rarement de la douleur qu'il implique. Car lâcher prise, c'est aussi une forme de mort, pas physique, mais symbolique, et parfois tout aussi intense. Se détacher d'une idée, d'une relation, d'un futur projeté, c'est faire le deuil de ce qui ne s'est pas réalisé, et ce deuil est bien réel. Jung comprenait la souffrance non pas comme une erreur à éradiquer, mais comme un processus essentiel de transformation. Sans mort, il n'y a pas de renaissance, disait-il. Et cela vaut autant pour les cycles extérieurs qu'intérieurs. Quand quelque chose doit partir, un plan qui échoue, un amour qui s'éteint, une identité qui ne tient plus, il y a une rupture. Et toute rupture, même nécessaire, fait mal. Dans ce contexte, se détacher n'est pas un choix froid et rationnel.
C'est un processus émotionnel profond qui nous entraîne souvent vers des lieux de silence, de doute, de vulnérabilité. Il y a un vide qui s'ouvre lorsque ce sur quoi nous nous appuyons cesse d'exister, et même si ce vide est fertile, au début, il fait peur. Il est courant à ce stade de ressentir des émotions contradictoires, soulagement et tristesse, liberté et solitude, courage et peur. Tout cela fait partie du deuil psychique, non seulement pour la perte en elle-même, mais pour la chute de l'image que nous soutenions, l'idée de ce qui aurait dû être, le scénario intérieur que nous avions créé et qui ne se réalise plus. L'ego souffre de cela. Il veut des réponses, du sens. Il veut comprendre pourquoi cela n'a pas marché. Mais le soi fonctionne selon une autre logique, plus circulaire, moins linéaire. Parfois, ce qui ne se réalise pas est justement ce qui nous pousse à revenir à l'intérieur, à revoir nos valeurs, à reconstruire nos fondations, à cesser de suivre un plan qui ne nous appartenait plus, même s'il nous était familier. Honorer ce deuil est aussi important que de le laisser partir, car ce n'est qu'en traversant la douleur, sans en nier l'existence, que nous pouvons en sortir transformés. Il ne s'agit pas de s'attacher à la souffrance, mais de ne pas la fuir. La souffrance, lorsqu'elle est vécue en conscience, a son propre rythme, et c'est dans ce temps que quelque chose mûrit. Se détacher, c'est aussi apprendre à faire face aux pertes invisibles, celles qui ne laissent pas de traces concrètes, mais marquent profondément l'âme. Et c'est dans cette cicatrice discrète qu'une nouvelle vie commence doucement à se faire sentir, non comme une promesse, mais comme une possibilité. Quand ce qui nous liait finit par se défaire, quelque chose de curieux se produit. Le monde ne s'effondre pas. Au contraire, il se réorganise. Le silence qui semblait menaçant devient fertile. Le vide qui faisait peur se révèle être un espace. Et c'est dans cet espace que commencent à germer des choses qui ne pouvaient naître tant que tout était occupé par le contrôle, les attentes et le bruit. C'est comme ouvrir une fenêtre après des années passées volets clos. La poussière danse dans la lumière, l'air change. Au début, c'est étrange, une sorte d'inconfort paisible. Mais peu à peu, la respiration revient, et avec elle, la présence. L'esprit cesse de courir et commence enfin à écouter le corps, le temps, les signes subtils de la vie. Imagine quelqu'un qui a passé des années dans une relation où il n'y avait plus de véritable échange, mais il s'accrochait, par peur, par attachement, par habitude. Lorsqu'il finit par lâcher prise, pas seulement l'autre, mais aussi l'illusion que cela devait continuer, un choc survient, silence, vide. Mais bientôt, un espace se crée, et dans cet espace, il recommence à écrire, à cuisiner sans obligation, à ressentir l'envie de sortir seul, d'écouter de la musique dans le noir, de faire quelque chose sans devoir le montrer à qui que ce soit. C'est la créativité qui revient, non pas comme tâche, mais comme expression. Jung parlait de l'énergie psychique qui se libère lorsque l'on cesse d'alimenter les mécanismes de défense de l'ego. Toute cette énergie qui était investie à maintenir une persona, à contrôler le futur ou à résister au présent, est désormais disponible. Et cette énergie doit aller quelque part. C'est là que naît la création, pas seulement artistique, mais existentielle. Créer, ce n'est pas seulement peindre un tableau ou écrire un poème. C'est réorganiser sa propre vie avec présence. C'est refaire sa maison, changer d'itinéraire, choisir un travail qui respecte son rythme, c'est transformer la souffrance vécue en sagesse concrète. Créer, c'est quand on arrête de réagir et que l'on commence à choisir en conscience. Et cela n'est possible que lorsqu'il y a de l'espace. Cet espace, c'est aussi celui où l'intuition retrouve sa voix. Autrefois étouffée par le bruit des attentes et de l'anxiété, elle s'exprime maintenant plus clairement. Tu commences à percevoir des connexions là où tu ne voyais que des problèmes. Une idée surgit sous la douche. Une réponse apparaît sans effort après des jours passés à forcer. Tu arrêtes de penser pour trouver et commences à ressentir pour percevoir. Le temps change aussi. La journée ne ressemble plus à un champ de bataille. Tu ralentis, non pas par paresse, mais par alignement. Les décisions deviennent plus légères car tu n'essaies plus de prouver quoi que ce soit. Et curieusement, les choses qui semblaient auparavant inaccessibles
commencent à venir à toi. Non par magie, mais parce que tu t'es enfin retiré du chemin. Pense à un artiste en panne d'inspiration, quelqu'un qui se met tellement de pression pour produire quelque chose de génial qu'il n'arrive plus à rien créer, jusqu'au jour où, épuisé, il lâche prise. Il laisse le projet de côté, il se permet de se reposer, il va marcher, il part sans programme. Et là, au milieu de rien, une nouvelle idée naît, spontanée, vivante, sans pression. C'est ça, la puissance du détachement. Quand tu lâches, ce qui est vrai revient ou trouve enfin l'espace pour naître. Cet état de création libre, de connexion au soi, est à l'opposé de la logique de l'ego. L'ego veut du contrôle, des garanties, de la performance. Le soi cherche l'expression, la vérité, l'harmonie. Quand l'ego sort du centre, le soi prend le relais avec légèreté. Il n'exige pas, il guide, il suggère des chemins, mais ne contraint jamais. Il se manifeste à travers ce que tu prends plaisir à faire, même si personne ne regarde, même si ça ne sert à rien. C'est là que le détachement révèle son plus beau visage. Il n'est pas seulement perte, il est transition, un pont entre ce qui fut et ce qui peut encore advenir, entre celui que tu étais quand tu avais besoin de prouver quelque chose et celui que tu es quand tu n'as plus qu'à être présent. Il te rend à toi-même, sans les excès, sans le bruit, sans les fardeaux qui ne t'appartiennent plus. L'espace qui s'ouvre après le lâcher-prise n'est pas un vide à craindre. C'est un sol fertile, en attente de ta véritable présence. Là, la vie ne crie pas, elle murmure. Et toi, plus attentif, plus pur à l'intérieur, tu commences à entendre. Au fond, tout se résume à un geste silencieux. Ouvrir la main, lâcher le contrôle, les images, les peurs, les histoires répétées, non pas par fatigue, même si la fatigue est parfois le début, mais par clarté, parce qu'il arrive un moment où l'effort pour tenir coûte plus cher que la perte elle-même. L'attachement, aussi familier soit-il, n'est pas de l'amour. Il naît de la peur, du manque, de la tentative de maintenir en vie quelque chose qui a peu être déjà accompli sa mission. Aimer, c'est laisser l'autre exister, laisser l'expérience se dérouler, laisser la vie suivre son cours même lorsqu'elle ne correspond pas à nos attentes. Le contrôle, quant à lui, n'est pas un signe de force. C'est une forme plus subtile de résistance. C'est l'ego qui tente de forcer la réalité à se plier à ses désirs. Mais vivre selon cette logique, c'est rester en tension constante, en guerre avec le présent, et aucune âme ne peut supporter cela bien longtemps. Jung nous rappelle que la guérison ne se produit pas quand on force le changement, mais quand on accepte ce qui est, quand on cesse de lutter contre la vie et qu'on commence à l'écouter. Quand on arrête de courir après ce qui devrait être et qu'on regarde avec honnêteté ce qui est déjà là, l'acceptation n'est pas de la résignation, c'est de l'ouverture. C'est la porte par laquelle entre la vraie transformation. Alors peut être que la question la plus importante maintenant est celle-ci. Qu'est-ce que tu tiens encore? Quelle image? Quelle histoire? Quelle personne? Quelle attente occupe encore de l'espace en toi et empêche le nouveau d'entrer? Que pourrais-tu enfin respirer si tu le laissais partir? Lâcher prise est un risque, mais s'accrocher en est un aussi. Et souvent, le risque de rester prisonnier est plus grand que la peur du changement. Car nous ne sommes pas ici pour jouer des rôles, nous sommes ici pour vivre. Et vivre vraiment demande du courage. Le courage de se défaire des couches qui ne servent plus, le courage de se rapprocher de l'essentiel, le courage de se permettre d'être. La vie commence quand l'illusion de contrôle prend fin, et c'est à ce moment-là, presque toujours silencieux et intime, que nous revenons à nous, pas en tant qu'idéal, mais en tant que présence. Et à partir de là, tout ce qui compte vraiment trouve son chemin. Si ce contenu a résonné en toi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active les notifications pour continuer à recevoir des réflexions comme celle-ci sur le détachement, la conscience, la connaissance de soi et la psychologie profonde de Jung appliquée à la vie réelle. Et si tu es resté jusqu'ici, écris en commentaire « Je lâche ce qui ne m'appartient plus ». Comme ça, je saurai que tu as marché avec moi jusqu'au bout et que, d'une manière ou d'une autre, cette vidéo t'a touché. On se retrouve dans la prochaine vidéo.